Nulle part on dit que le 1-23 AC doit se retirer. Non. Comment? Je ne sais pas d'où est-ce que vous tirez ça. Où ça? Oui, d'où est-ce que vous tirez L'accord de paix. Dans l'accord de paix, mais bien sûr. On parle de la restauration de l'autorité gouvernementale. Oui, ça c'est la déclaration de principe. Mais dans l'accord de paix, ouais. L'accord de paix, comme je vous dis, la déclaration de principe qu'on vient de signer récemment le 19 ouais. doit s'inscrire ou s'est inscrit dans le cadre de l'accord de paix que nous avons signé le 27 juin. Ça, il ne faut pas négliger ça. Et cet accord de principe comprend deux parties importantes. Celle qui concerne les deux pays belligérants, et puis celle qui concerne tous les groupes armés, y compris le M23. C'est-à-dire le désengagement ici du M23 des zones qu'il occupe, le désarmement du M23, la démobilisation et l'intégration qui doit être individuelle et conditionnelle. C'est-à-dire, on ne va pas procéder à l'intégration des membres du M23 automatiquement. Après de moult négociations, les gouvernements de Kinshasa signent avec le mouvement AFC M23 une déclaration de principe sous la médiation qatarienne. Monsieur Sedam, nous avons essayé de comprendre les grandes lignes de cet accord des principes signés, je l'ai dit, après de longs mois de négociations entre les parties belligérantes, entre guillemets. Sur ce plateau, il n'est plus à présenter. Il a été sénateur, ministre des Affaires étrangères, et aujourd'hui c'est un honorable député, vice-président de la commission extérieure de l'Assemblée nationale. Il s'appelle Léonard Ché Okitoudou, l'unique élu de l'Elomaville. Bienvenue, honorable. Bonjour. Sinon, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Honorable, d'entrée de jeu, est-ce que peut-on récupérer par un stylo et un papier ce qu'on a perdu par les canons? Croyez-vous à ça? Absolument. Il y a deux manières de régler un conflit. C'est soit, en ce qui nous concerne, parce que nous sommes l'objet d'une agression caractérisée de la part du Rwanda, on avait deux options. Ou bien une riposte militaire, la meilleure des options, ou alors la voie diplomatique. Mais, comme vous savez, je ne cesse de le rappeler, la guerre, vous savez comment on l'a commencé, mais vous ne savez pas comment elle s'est terminée. Et ici, nous sommes dans cette partie de l'Est de la République du Congo, et qui est dans une région qui est extrêmement sensible, parce qu'il s'est produit beaucoup de choses dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo, et même dans le pays voisin. On peut vous dire, le Rwanda a beau être notre agresseur aujourd'hui, il n'empêche qu'il s'est commis dans ce pays ce qu'on appelle le crime suprême, c'est-à-dire le génocide. Par conséquent, il fallait réfléchir à deux fois avant d'engager une véritable action militaire pour pousser l'agresseur hors du pays. C'est pour ça que peut-être parce que nous sommes conscients de notre faiblesse sur le plan militaire. Même si nous étions suffisamment puissants, je pense qu'on aurait hésité deux fois avant d'engager une action militaire. C'est ce que je dis. On a craint les conséquences dévastatrices d'une riposte militaire. C'est ça le problème. Et sans oublier qu'au moment où nous parlons déjà, les conséquences de cette agression sont terribles. Il y a des millions de compatriotes qui errent dans la forêt, dans les dénudements parfois le plus complet. Et puis il y a d'autres aujourd'hui qui sont en train de galérer à l'extérieur de notre pays en qualité de réfugiés et dans des conditions aussi lamentables. Alors, fallait-il ajouter des problèmes aux problèmes, et surtout sur le plan humain? C'est toute la question. Encore que, on ne peut pas non plus négliger
ce qu'aurait provoqué cette guerre sur le plan matériel. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que nous sommes dans le concert des nations et la communauté internationale, en tout cas dans son ensemble, a renoncé ou nous a dissuadé d'engager une réponse militaire. Alors que nous sommes agressés. Effectivement, alors que nous sommes agressés, ça c'est évident. On a préféré régler ce problème pacifiquement. Et pacifiquement ici, en l'occurrence, c'est par la diplomatie et les négociations qui devraient s'en suivre. C'est dans cette situation-là que nous nous trouvons. Alors, et vous avez remarqué aussi qu'à un moment donné, il y a eu un cessez-le-feu presque implicite, parce que un cessez-le-feu qui ne l'est pas son nom. Voilà, les pressions sont tellement fortes de la part de nos partenaires extérieurs, dont dépend d'ailleurs la résolution du conflit sur le plan diplomatique. Mais il faut quand même reconnaître aussi qu'à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées pour dissuader la rétorsion sur le plan militaire. Alors, donc, nous sommes condamnés aujourd'hui à nous contenter de cette voie diplomatique. L'important ici, c'est cette voie diplomatique en position de faiblesse. Quand même, lorsque nous nous présentons autour de cette table de négociation, si on position de faiblesse. Non, pour le moment, non. C'est quand même honnête de l'aider. Pour le moment, non. On n'est pas en position de faiblesse. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on voit même à travers cette déclaration de principe, et puis il y a aussi l'accord de paix qui a été signé entre les deux gouvernements, parce qu'il y a deux volets. Il y a le volet qui concerne le conflit interétatique, il y a un droit de la RDC, il y a un certain corollaire de cet aspect extérieur du conflit, c'est justement la posture de M23 aujourd'hui, qui, avec l'appui du Rwanda, occupe une partie du territoire de la République démocratique du Congo, et en particulier Bunagana, Bukavu et Goma, qui sont quand même de territoire, il n'y a pas que ça. Oui, il y a d'autres territoires, mais là, je prends des chefs-lieux, des provinces qui sont extrêmement importantes, à savoir Bukavu pour le sud Kivu et Goma pour le nord Kivu. Et Bunagana, parce que bon, c'était à la frontière avec le Rwanda, et c'est aussi quand même une localité qui est sur le plan stratégique extrêmement importante. Alors voilà. Donc nous en sommes là. Donc aujourd'hui, je pense que on ne peut pas dire qu'on est en position de faiblesse, parce qu'on le voit à travers les textes que nous venons de signer. Justement, les textes que nous venons de signer, déclaration de principe ou l'accord de principe entre le gouvernement de Kinshasa et les mouvements AC-M23 intervient quasiment un mois après la signature de l'accord de Washington. Honorable député, vous l'avez dit, nous avons là des décors clairs. Nous avons affaire à un pays agressé et à un pays agresseur. Mais hélas, à la grande surprise générale de tous les Congolais, dans ces différents accords, nulle part on sait identifier les pays agresseurs et les pays agressés. Comment la République démocratique du Congo peut-elle signer de tels accords qui, il faut le dire, constituent un véritable recul par rapport à la résolution 2773 votée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies? Je crois que poser la question, c'est y répondre. Au moment où vous avez fait référence à la résolution 2773, je vous rends attentif sur le fait que cette résolution, qui est le produit de l'organe permanent chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale, qui constitue le Conseil de sécurité des Nations Unies, a été votée à l'unanimité. Et puis, selon le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, donc c'est une résolution qui est contraignante. Bon, mais contrairement à ce que vous dites, jamais dans la résolution 2773, on a fait mention de l'agression.
C'est ce qu'il faut comprendre. Nous sommes ici en diplomatie. Il faut bien comprendre ça. L'objectif, c'est quoi? C'est pas nécessairement. Non, mais on parle quand même des règles immédiats. Tout à fait. Mais voilà, c'est parce que vous avez parlé d'agression. Bien qu'on n'a pas appelé les chars à son nom, mais on sait reconnaître clairement qu'elle a été cette agressive. Mais alors, vous répondez à la question que vous avez posée. C'est-à-dire que dans la déclaration de principe, comme dans l'accord de paix, non plus, on n'a pas parlé d'agression, on a parlé de retrait des troupes. Ou alors, mais c'est quand même clair. Mais oui, mais tout à fait. Donc il y a implicitement la reconnaissance de l'agression. Voilà. Et clairement. Mais nous sommes en diplomatie, vous savez. Quand vous accusez quelqu'un de l'agression, il y a des conséquences même sur le plan judiciaire. Et nous sommes en négociation. C'est les plus grands des crimes. Voilà, nous sommes dans les négociations. Je rappelle encore une fois, les négociations, c'est un jeu du donner et du recevoir. Dès lors que vous avez accepté le principe de négociation, il faut alors faire des concessions. Mais les concessions ne peuvent pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la concession, oui, mais pas des compromis. Mais voilà, donc nous devons préserver la souveraineté de notre pays, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, et en même temps préserver l'indépendance nationale. Dès lors que ces principes sont scrupuleusement respectés, même si l'agression express verbis ne ressort pas, elle est quand même reconnue implicitement. Donc là, déjà, c'est un point positif. Non, parce que dans l'accord de Washington, on parle de mesures défensives. Oui. Et dans la déclaration des principes des Doha, là c'est clair, bien qu'on va dire c'est entre les Congolais, mais la responsabilité du Rwanda n'est pas non plus clairement établie. Si. La réponse du Rwanda est établie. Mais regardez, ne serait-ce que parce qu'il y a eu 2 ministres en charge de l'Intérieur, respectivement du Rwanda et de la République démocratique du Congo, qui ont assisté à ces négociations en tant qu'observateurs. Alors, pourquoi le Rwanda était présent? En tant qu'observateur. Observateur, mais en même temps, c'est la reconnaissance tout à fait claire du fait que le M23 est le poulain et le produit du Rwanda. Sinon, à quoi servirait sa présence lors de ces négociations-là? C'est parce que dans l'accord de paix que nous avons signé avec le gouvernement rwandais, et les 2 parties, le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement du Rwanda, ont pris l'engagement de faire pression sur le M23 afin qu'il obtempère les obligations qui lui incombent en conséquence de la résolution 2713, c'est-à-dire celle de se retirer des zones qu'il occupe et de démanteler les structures administratives parallèles qu'il a mises en œuvre dans les 3 localités importantes qu'il occupe actuellement. Donc c'est tout à fait clair. Mais honorable Chioki Toundou, parlons de cette déclaration de principe signée entre le gouvernement congolais et le mouvement rebelle AFC M23. Quelles sont les grandes avancées de cette signature? Vous remarquerez que cette déclaration colle sur la manière, donc le modus operandi que nous avons utilisé pour aboutir à l'accord de paix qui a été signé le 27 juin par le gouvernement de la République et le gouvernement rwandais. C'est-à-dire qu'on a commencé dans ce pourparlers par une déclaration de principe, c'est-à-dire des termes et des références qui vont guider le pourparlers, qui aboutissent à la signature de l'accord global. Alors, mais ça, c'était l'aspect interétatique entre les 2 gouvernements belligérants, comme vous dites. Mais ici, nous sommes en train de négocier ou d'engager des pourparlers avec le produit de l'agression, c'est-à-dire nos compatriotes qui sont réunis dans le cadre du M23. Alors, ces négociations s'inscrivent aussi, comme le dit bien le terme de la déclaration, s'inscrivent dans le terme de l'accord de paix que nous avons signé le 27. Et je vous rappelle que dans cet accord signé le 27 juin, il y avait 2 parties importantes. Celle qui concerne les 2 gouvernements belligérants
et puis l'autre partie qui concerne tous les groupes armés dans leur ensemble, y compris le M23. Non, si, tout à fait. Les M23 ont un traitement privilégié. Non, pas du tout. C'est pas pour rien qu'ils se sont retrouvés à Doha. Comment allez-vous expliquer Doha? Mais parce que le M23 occupe une partie du territoire. Tout à fait. Les autres groupes armés opèrent en collaboration. Il a un traitement particulier. Un traitement particulier. Là, je vous assure que vous ne pouvez plus ignorer de parler au M23 aujourd'hui, parce que qu'on le veuille ou non, et là, ici, je le répète encore une fois, ce n'est pas faire preuve de défaitisme ou même de capitulation, mais de la réelle politique. Aujourd'hui, le M23 constitue une autorité de fait dans la partie du territoire congolais qui l'occupe aujourd'hui. C'est tout à fait clair. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lui demande de se retirer des zones qu'il occupe et de démontrer des structures administratives parallèles que c'est... D'élever des mesures défensives. Non, mesures défensives concernent le Rwanda. Oui. Il faut bien comprendre. Non, mais pour le M23, nulle part on dit que le M23 AC doit se retirer. Non. Comment? Je ne sais pas d'où est-ce que vous tirez ça. Où ça? Oui, d'où est-ce que vous tirez L'accord de paix. Dans l'accord de paix, mais bien sûr. On parle de la restauration des autorités gouvernementales. Oui, ça c'est la déclaration de principe. Mais dans l'accord de paix, l'accord de paix, comme je vous dis, la déclaration de principe qu'on vient de signer récemment le 19 doit s'inscrire ou s'est inscrit dans le cadre de l'accord de paix que nous avons signé le 27 juin. Ça, il ne faut pas négliger ça. Et cet accord de principe comprend deux parties importantes. Celle qui concerne les deux pays belligérants, et puis celle qui concerne tous les groupes armés, y compris le M23. C'est-à-dire le désengagement ici du M23 des zones qu'il occupe, le désarmement du M23, la démobilisation et l'intégration qui doit être individuelle et conditionnelle. C'est-à-dire, on ne va pas procéder à l'intégration des membres du M23 automatiquement. On doit d'abord examiner au cas par cas. C'est toujours les brassages, le mixage, il m'a dit. Mais ça, c'est autre chose. On verra par la suite. Mais c'est ce que je veux dire. Donc ici, la déclaration de principe, ce sont des termes de référence. C'est une méthodologie qui va servir de base pour la conduite des pourparlers qui vont mener à l'accord global avec le M23. Et on a fixé une date. Hein. Voilà, il y a un chronogramme, c'est-à-dire d'ici le 29 juin. Le 29 juillet. Non, juillet, pardon. C'est la mise en œuvre de ce qui ressort de la déclaration de principe. Le 8 août commence, c'est le début des négociations avec le M23. C'est pas trop long. C'est pas loin, c'est bientôt là. Et puis le 17 août, c'est la signature de l'accord global. Voilà. Le 17 août. Vous voyez? Donc vous voyez que... Mais déjà, les échos qui nous parviennent sur le terrain, c'est comme si un dialogue des sourds, parce que les canons se font toujours attendre. Entre les gouvernements et les M23. Non, mais écoutez, il n'y a pas l'accord, la déclaration vient d'être signée tout récemment. Et au lendemain, un délai a été imparti au 29 juillet. Parce qu'on parle d'un cessez-le-feu permanent. Cette fois, parce qu'avant, le 23 avril, nous avons signé avec le 23 la déclaration conjointe. Il ne faut pas oublier ça. Et cette déclaration conjointe, c'était pour instaurer une trêve dans le conflit que nous avons avec le M23. Et cette trêve, comme vous savez, c'est un cessez-le-feu provisoire, momentané. Alors, mais cette fois-ci, la déclaration de principe instaure le cessez-le-feu permanent. C'est-à-dire, ce n'est plus provisoire, c'est permanent jusqu'à la conclusion de l'accord. Bon, tout acte d'hostilité... Mais aussi longtemps que l'accord n'est pas conclu, chaque partie garde sa portion des terres. Balkanisation qui ne dit pas son nom. Non, ce n'est pas une balkanisation, c'est trop fort. Ils occupent une partie du territoire. Mais jusqu'à quand? Mais c'est ce que je vous dis, c'est la conclusion de... Parce que même le recouvrement de l'autorité gouvernementale dans l'ensemble du territoire est prévu dans la diversement interprété. Mais ce sera la conséquence de la signature de l'accord de paix. Donc, les modalités du retrait sur la partie que le M23 occupe aujourd'hui sera définie dans les termes de négociation de l'accord qui vont commencer le 8 août. Donc cet accord des principes n'est qu'annonciateur
d'un accord de paix global que nous attendons. Exactement, comme le même modus operandi que nous avons utilisé. Sun City bis? Non, pas du tout. Sur les traces des Sun City. Non, les 1 plus 4, les circonstances ne sont plus les mêmes. Je ne pense pas du tout que la conclusion de ce conflit va... Personne n'ayant gagné la guerre. Oui. Alors, il faudra, vous avez vous-même parlé des compromis, oui, des concessions. C'est ça. Kinshasa doit concéder, de l'autre côté aussi concéder. Certainement qu'il y aura un gouvernement d'union nationale. Pour l'instant, bon, mais le gouvernement à l'issue du dialogue. Ça dépendra effectivement du pouvoir exécutif à la tête duquel se trouve le président de la République, mais en tout cas, le chef d'État lui-même avait déjà amorcé les consultations pour la formation du gouvernement de large union nationale. De large union nationale. Ouais. Bon, mais maintenant, vu ce qui vient de se passer, mais aussi, peut-être qu'on en parlera, la proposition du clergé, tout ça, je crois que le président, en tant que garant de la nation, c'est lui qui veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics, en tirera les conséquences et puis définira le format le format de ces pourparlers. Parlons-en. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous le voyez? Bon, mais tout le monde prône... Avec un médiateur international? Alors, ça, on ne sait pas. Je crois que ça sera défini dans les pourparlers. Peut-être pas dans le pourparler, je pense. C'est fort possible. Mais en tout cas, moi, je pense que là, ça concernera très spécifiquement le président de la République. Parce que vraiment, l'article 69 lui donne cette compétence-là de veiller à la meilleure... Non, mais l'autre partie dit, Félix Tshisekedi lui-même constitue un problème. Par conséquent, il ne peut pas se faire passer pour une solution. Non, donc, que ce soit la convocation, les formats de ces assises, ça lui échappe complètement. Non, le format, ça ne lui échappe pas, parce que c'est le produit des négociations. Lui-même aussi est un problème. Non, pas du tout. Au même titre que les autres. Pour quelle raison? Pas du tout. On ne peut pas dire que le président est le problème. Nous avons été l'objet d'une agression. La Charte des Nations Unies n'autorise personne à avoir recours à la force pour commettre l'agression. L'agression a été mise hors la loi par la communauté internationale, à la fois par la Charte, l'acte constitutif de l'Union africaine et tous les autres instruments juridiques sous-régionaux que nous avons ratifiés. Quand on parle du dialogue, du format, donc, rapidement, ça doit être un dialogue global ou qui ne va pas seulement concerner le M23AC. Nous avons aussi des opposants à l'interne. Nous avons Joseph Kabila Kabange et les autres, n'est-ce pas? Bon, là, on va ratisser l'âge. Comment voyez-vous ces dialogues? Là, franchement, il est difficile, moi, d'émettre des pronostics à ce propos. Tout ce qui a été dit, ce que j'entends ressortir de la part de beaucoup de propositions dans ce sens, c'est que, et c'est là peut-être qu'il peut y avoir similarité avec Sun City, c'est-à-dire qu'on voudrait un dialogue largement inclusif. Large, c'est-à-dire que bon, on n'exclut personne. Toutes les couches de la population doivent faire partie, mais il y a quand même, à mon avis, certaines personnalités qui sont malvenues à ces dialogues. Parce que, bon, écoutez, lorsqu'on a commis certains faits qui sont éminemment répréhensibles, je pense que ça pose un problème. Là, à qui vous faites moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je constate qu'il y a quand même des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre qui ont été commis dans la partie du territoire qui est occupée. Alors, ces gens-là doivent nécessairement rendre compte. C'est comme on dit, il n'y a pas de justice, de paix sans justice, mais il y a quand même une pyramide de priorités. Pour l'instant, nous sommes en train de régler la question du conflit qui nous oppose au Rwanda diplomatiquement. Une fois que c'est terminé, bien entendu, la justice va être mise en branle pour demander des comptes. Mais dans l'accord de principe, on parle de mesures de confiance honorables. Oui, des mesures de façon de jeter l'éponge. Non, les mesures de confiance ici, c'est par rapport à la violation du cessez-le-feu qui est prescrit dans la déclaration. C'est ça justement. C'est-à-dire il faut des mesures de confiance. Et puis en même temps, il faut aussi ne poser aucun geste
qui puisse mettre mal à l'aise l'autre partie au conflit. C'est ça, ça n'a rien à voir avec... Non, mais une des confiances, on doit cesser de poursuivre judiciairement. Ah non, pas du tout. Peut-être que l'accord de principe est mal interprété. Alors. Non, mais écoutez, ça, comme vous dites, c'est une interprétation. Mais ça n'a rien à voir. Mais écoutez, il y a des crimes qui sont imprescriptibles. On ne peut même pas les amnistier. Vous comprenez? Lorsqu'une personne a commis un crime de guerre extrêmement grave, un crime contre l'humanité, il n'y a pas de prescription. Mais avec ça, on aura voulu faire la paix avec le M23C, pensez-vous? Mais mon cher ami, écoutez... Lorsqu'il y a une épée de Damoclès qui pèserait sur leur tête, et à la moindre occasion, ils sont aux arrêts. Mais la communauté internationale n'acceptera pas du tout de passer pour perte et profit des crimes graves qui ont été commis dans ce pays. C'est impossible. Et personne n'acceptera ça. Qu'on nous donne un exemple quelque part d'une personne qui aurait commis un crime contre l'humanité et qui serait en liberté sans qu'on puisse l'arrêter et qu'il puisse se rendre compte. Non, pas du tout. Là, il faut rendre compte. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de l'intégration. L'intégration se fera individuellement, au cas par cas, et on examinera. Et c'est pour ça qu'on avait dit que cette intégration doit être conditionnelle. Ce n'est pas que maintenant il y a réconciliation, donc fini, on fait comme si de rien n'était. Non, pas du tout. Et je vous dis ça en tant qu'ancien ministre des Droits humains. Honorable Joseph Kabila Kabange, présence confirmée à Goma et à Bukavu, parti occupé par les troupes étrangères, après ces négociations, ces derniers temps, silence radio. Continuez-vous de croire que Joseph Kabila, ancien président de la République, sa présence dans cette partie n'est pas très bien vue? Moi, si j'étais à place, je ne me retrouvais pas à Goma. Pourquoi? C'est un Congolais. Bon, ok, mais moi, pour l'instant, je ne me retrouvais pas à Goma. Première chose. Ouais. Et deuxième chose, il y a le fait effectivement que quand vous contactez les gens ici, tout le monde, personne n'apprécie cette présence à Goma. Parce que c'est quand même un territoire occupé. Personne dit. Vous avez fait un sondage? Absolument, écoutez, on en parle, beaucoup de gens parlent. Non, il y en a qui disent c'est un Congolais, ancien président de la République. Oui, il peut être là où il veut. Tout celui qui vit à Goma, Bukavu, n'est pas forcément des mèches avec le Rwanda. Vous croyez que nous ici, moi je suis Congolais aussi. Est-ce que vous croyez que ma présence à Goma serait appréciée? Non, c'est votre conviction personnelle. Non, pas du tout. On ne sait jamais. On pourrait être dans la sécurité et tout. Mais au niveau de la symbolique, il y a un problème. C'est un territoire occupé. Et nous, ici, on défend l'intégrité de notre territoire, la souveraineté de notre pays. Ces gens, ils ont violé l'intégrité du territoire et même la souveraineté de notre pays. Je vous rappelle que l'article 52 de la Constitution est tout à fait clair. Le peuple congolais a droit à la paix et à la sécurité, et la Constitution autorise ou bien interdit tout individu ou tout groupe d'individus qui puisse occuper une partie du territoire pour attaquer l'État congolais. C'est ce que le M23 fait. Donc il y a une violation flagrante, caractérisée de la Constitution de la République. Imaginez si on peut autoriser n'importe quelle personne aujourd'hui d'aller occuper un territoire sous prétexte qu'il y a beaucoup le comportement du gouvernement ne lui plaît pas, et puis en ce moment-là, militairement, attaquer le pouvoir public. Non, pas du tout. Je crois qu'il y a moyen de les contester. Si on a des plaintes à faire, il y a d'autres moyens de contester des décisions gouvernementales plutôt que d'occuper militairement une portion du territoire. Encore que s'ils occupent cette partie du territoire, les moyens proviennent du Rwanda parce qu'ils ont servi de bras armés, de bras séculiers pour l'agresseur. Donc le M23 est le produit de l'agression. Sans l'agression, le M23 n'existerait pas. Vous comprenez? Mais peut-être Joseph Kabila Kabange est dans cette partie de la République au nom de la paix. C'est un pèlerin de la paix, mais cherche ce qu'il a. Il est libre de ce qu'il veut. C'est un ancien chef d'État, il a fait 18 ans à la tête de la République démocratique du Congo. Je pense qu'il est aussi très bien placé pour justifier sa présence à Goma. Tout à fait. Mais moi, à sa place, je ne me serais pas retrouvé à Goma. Quelles que soient les décisions que le gouvernement actuel aurait prises en son encontre, moi, je ne me retrouvais pas là-bas. Je crois que j'allais me placer au-dessus de la mêlée et voir un peu
comment faire des propositions concrètes pour amener la paix et la réconciliation dans notre pays, mais pas donner l'impression qu'on devient complice des agresseurs. Orange Kitundu, vice-président de la commission extérieure à l'Assemblée nationale, lorsqu'on a fait cette mission au début, lorsqu'on avait signé l'accord de Washington, vous m'avez parlé de cet accord devait être ratifié. Ça devait nécessairement passer par l'Assemblée nationale. Mais jusque-là, ça traîne. Bon, mais c'est pas trop tard. Je pense que ça dépendra du président. Je crois que c'est une question de timing. Ce qui est vrai, oui, mais bon, ce qui est vrai, c'est que il n'y a que le chef de l'État qui peut ratifier un accord ou un traité conclu par la République avec d'autres pays. Bon, il y a des traités que le chef de l'État peut ratifier seul, sans l'autorisation du Parlement. Et puis il y en a d'autres qui ne peuvent ratifier qu'avec l'autorisation du Parlement. Dans le cas d'espèce, c'est un traité de paix, et l'article 214 de la Constitution stipule que les accords de paix, et les accords de commerce, les accords qui ont été conclus dans le cadre d'une organisation internationale ne peuvent être ratifiés qu'avec l'autorisation du Parlement. Et c'est le cas en espèce. Donc ce que nous attendons maintenant, c'est de voir. Et puis, comme par hasard, nous sommes en vacances parlementaires, la seule possibilité de régler cette affaire de ratification, parce qu'il y a même aussi le fait que c'est la ratification qui met en vigueur l'accord qu'on vient de signer. Vous voyez ? Mais là, encore une fois, il y a un problème parce que dans l'accord, il a été spécifié que cet accord entre en vigueur dès sa signature. Bon, il y a un mois déjà. Oui, mais l'accord doit être conforme aux obligations de la Constitution. Vous voyez, c'est ça aussi. Donc, je viens de vous donner le terme de la Constitution pour la matière. Donc, nous attendons. Le seul moyen pour le président de la République de requérir l'autorisation du Parlement, c'est de faire convoquer une session extraordinaire du Parlement. Bon, ça ne va pas durer. Je crois que c'est le point à l'ordre du jour. La ratification. Mais on n'en parle même pas, personne ne fait allusion, il n'y a que vous qui pensez de la sorte. Hein. Non, on verra. Je crois que bon, le président de la République est très bien placé là-dessus. Parce que pendant ce temps, Kagame et Tshisekedi seraient encore invités à Washington pour la conclusion définitive de cet accord. Oui, mais autrement dit, ça sera une ratification qui ne dit pas son nom. Mais ce n'est pas trop tard. Je pense que nous sommes en République démocratique du Congo, convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée nationale, même du Parlement dans son ensemble. De 12 heures. Je crois que ça prend très peu de temps, 2 jours. Je crois que tous les parlementaires peuvent être ici. Et puis, comme je dis, puisqu'il s'agit d'un tel point à l'ordre du jour, la ratification d'un traité conclu par le gouvernement avec le Rwanda, je crois que ça nous permettra peut-être 2 à 3 jours, dans une semaine. Je crois que... Mais si jamais les choses se passaient de la sorte, cet accord va-t-il s'imposer à nous, Congolais, parce qu'il n'ayant pas été béni par la représentation nationale? Non, mais c'est pour l'instant que je vous dis, je crois que je n'ai pas encore vu le refus de demander... Non, mais si jamais ça ne s'est passé de la sorte, bon, on verra. Il y a des fortes appréhensions que les choses se passent autrement. Mais si on fait ça, ça veut dire qu'il y a des raisons pour le faire. Donc en violation de la Constitution. On verra. Vous savez, on est en droit, il peut y avoir beaucoup de ressources sur le plan juridique, et peut-être on peut procéder autrement, mais moi je ne pense pas, parce que l'article 214 est suffisamment clair à ce propos. Le traité de paix doit nécessairement, pour être mis en vigueur, obtenir une autorisation du Parlement pour que le chef de l'État le ratifie. Alors, avant d'aborder un ou deux autres points de l'actualité, les perspectives de tous ces processus de paix, que ce soit celui de Washington ou de Doha, pensez-vous sérieusement que nous sommes sur une bonne voie et qu'il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas un dialogue dessous et que demain risque d'être pire qu'aujourd'hui? Non, à mon avis, je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. C'est la bonne, hein? Parce que jusqu'à présent, le conflit était en voie d'être réglé
sur la base des processus de Luanda et de Nairobi, sur le parrainage de l'Union africaine. C'est ce que nous appelons le processus formel, parce qu'on est dans une organisation internationale. Alors c'est pour ça. Bon, mais vous avez vu, il y a eu une pesanteur dans ces négociations-là. Vous rappelez-vous le raté de Luanda et tout, beaucoup de retard, et là, ça commençait à bien faire. Et puis nous sommes pressés. Parce que bon, les autres pays africains peut-être n'attachent pas grande importance à ça, mais encore que ça m'étonnerait, vu la position géostratégique de la RDC, je crois que tout le monde a intérêt à ce que la paix soit restaurée dans ce pays pour l'intérêt même du continent. Mais on voyait que les négociations dans le cadre continental étaient en train de sombrer. Par conséquent, cette initiative de Doha et même de Washington aujourd'hui tombe à point nommé. Une lueur d'espoir. Voilà, une lueur d'espoir. Et puis, ce sont deux chefs d'État qui, par leur propre volonté, acceptent d'offrir de bons offices pour accélérer le règlement du conflit que nous oppose au Rwanda. Et c'est vraiment à point nommé. Alors, et d'ailleurs, vous remarquez que, contrairement au processus continental, ces deux processus qui sont considérés comme informels, parce qu'il s'agit des bons offices de l'initiative des deux chefs d'État eux-mêmes, ça porte des fruits. D'abord, on a été surpris agréablement par le tête-à-tête entre Kagame et le président Tshisekedi. Bien que ce n'est pas des siennes. Et puis, moi j'ai toujours dit que ce conflit ne peut être réglé que par le contact entre les deux chefs d'État, pour différentes raisons. Alors, ça a été fait. Ensuite, c'est lors de cette rencontre de Doha qu'il a été prévu de prendre langue avec le M23. Bon, et puis par la suite, il y a eu une autre opportunité qui est tombée du ciel, c'est le bouleversement dans la géopolitique internationale. Vous avez vu que les relations entre les deux grandes puissances, à savoir les États-Unis d'Amérique et la Russie, a été complètement modifiée. Ah oui, hein. Le président des États-Unis s'est quand même rapproché du président russe, et là, ça a apporté une autre configuration sur le plan de la géopolitique. Alors, le chef de l'État a eu une fenêtre d'opportunité pour solliciter l'intervention des États-Unis, qui, eux, avaient besoin de terres rares, des matières premières critiques pour les États-Unis. Et puis là, on a requis de la part des États-Unis d'encourager les entreprises américaines pour venir exploiter les terres rares dont le gouvernement américain a besoin. Et puis nous, on avait besoin de l'implication des États-Unis dans la recherche d'un conflit pacifique avec le Rwanda. Et puis bon, les États-Unis, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est d'abord la plus grande puissance militaire du monde, à la fois aussi sur le plan diplomatique et même économique. Ensuite, c'était un pays membre permanent du Conseil de sécurité. Je peux même dire que c'était un membre prééminent au sein du Conseil de sécurité, avec des moyens punitifs qui sont considérables. C'est-à-dire, entre les deux belligérants, s'il y en a un qui ne se conforme pas à ses engagements, il peut subir des contre-mesures. C'est la seule garantie. Voilà, il peut subir des contre-mesures punitives de la part des États-Unis d'Amérique. Et comme vous voyez, le chronogramme a été fixé. Moi, je pense que cette fois-ci, c'est vraiment la bonne. Et là, encore une fois, les Américains aussi, pour leur propre intérêt, ils ont envie que cette guerre se termine parce qu'ils veulent faire des affaires avec la République démocratique du Congo. Et pour faire des affaires, la première des conditions, c'est le rétablissement de la paix. Parce que les investisseurs, ils ont peur de bruit. C'est un animal peureux. Alors, voilà, donc c'est ça. Bon, il nous reviendra après. Et c'est ça la principale motivation aussi des Américains. Mais tout à fait, ils ne viennent pas pour les beaux yeux des Congolais, loin de là. Ils viennent, mais seulement les intérêts convergent. Nous avons intérêt à la paix, et eux, ils peuvent nous garantir la paix. Eux, ils ont besoin des matières premières, et nous, nous avons des matières premières. Donc c'est là, justement, cette coopération gagnant-gagnante. Il n'est pas question ici, comme les mauvaises langues sont en train de procéder à une certaine désinformation de l'opinion, il n'est pas question ici de brader le minerai, il est question ici de... Mais ça craint. Non, pas du tout. Mais écoutez, toutes les matières premières du continent africain, qui les exploite?
Ce sont les entreprises étrangères. Rien que chez nous ici, à côté de nous ici, l'Angola, qui est un grand pays pétrolier. Mais ce ne sont pas les Angolais qui exploitent le pétrole, c'est dans une entreprise américaine. Hein? Au Nigeria, c'est la même chose. Donc, un peu partout, ce sont les entreprises, surtout occidentales, qui exploitent les matières premières, mais dans le cadre d'un partenariat mutuellement avantageux. Oui. C'est ce qu'il nous faut. Et puis, en même temps, Partenariat mutuellement avantageux, oui, américano-congolais. oui. Mais qu'est-ce qu'il fait le Rwanda dans tout ça? Non, le Rwanda ici, c'est pour régler le problème. Mais de toute façon, Non, dans notre accord commercial avec les États-Unis, oui, pourquoi on insère le Rwanda? non, on n'a pas encore signé l'accord avec les États-Unis. Pour l'instant, nous sommes encore dans l'accord de paix. La question de l'accord sur le plan économique viendra par la suite. Ouais, il y a comment? Non, mais on l'a annoncé, ça oui, sera sans surprise. il y a des pourparlers encore qui sont informels, mais ce sera formalisé bientôt, nécessairement, parce que si les Américains, on l'avait dit tout à l'heure, c'est pas pour nos beaux yeux qu'ils viennent, ils viennent pour leurs intérêts, donc, mais ils attendent que la paix soit conclue, parce que la paix est la condition de ce partenariat stratégique sur le plan économique. Oui, c'est la première des conditions avant même l'instauration de l'amélioration des climats des affaires. Parce que bon, il y a la question de la corruption, il y a la question de tracasserie administrative et même réglementaire. Tout ça, il faut pouvoir régler. Parce que si nous voulons que notre pays soit attractif aux capitaux de l'extérieur en quête de l'opportunité d'investissement, parce que j'ai souvent rappelé que le développement de ce pays, qui a tous les atouts pour ça, est tributaire des capitaux extérieurs pour profiter des opportunités que nous leur offrons. Donc, et pour ça, pour que ces capitaux affluent en RDC, il faut créer un cadre sécurisant. Mais ça sera la prochaine étape. Mais pour l'instant, prioritairement, dans l'échelle des priorités, on va d'abord terminer la question de la résolution pacifique du conflit, et après, on va engager cette fois-ci pour parler pour un partenariat sur le plan économique. Orange Kitundu, une sorte de nettoyage des écuries d'Ojas sur l'appareil sécuritaire congolais, des arrestations à gauche et à droite. À quoi est due cette psychose? Bon, là, je ne sais pas, mais écoutez, bon, vous savez, ça c'est une question qui concerne les services spéciaux et même Ça craint. il y a des aspects judiciaires, mais enfin, mais s'il y a des soupçons qui pèsent sur des gens, je crois qu'il faut assumer les conséquences, parce qu'il ne faut pas venir regretter. Pour l'instant, nous observons ces arrestations. Bon, on jugera par la suite si oui ou non ces arrestations étaient fondées ou pas. Mais il faut laisser les services faire leur travail et on jugera postérieurement. Orange Kitundu, je crois que nous atterrissons. Il était essentiellement question de ces processus de paix en République démocratique du Congo, que ce soit celui de Washington ou de Doha. Je vous donne la parole, ça c'est votre conclusion. Donc pour l'instant, il faut seulement rassurer l'opinion. Je pense que nous avons opté pour la solution diplomatique, donc il faut en assumer les conséquences. Pour l'instant, nous voulons, en procédant à des pourparlers avec le M23, ce n'est pas que nous sommes en position de faiblesse, mais nous faisons seulement preuve de réalisme et éviter des conséquences catastrophiques pour la population. C'est pour ça que nous sommes obligés de prendre langue avec le M23 dans l'intérêt même de la population et même dans l'intérêt de ceux avec qui nous sommes en train de parler. Parce que plus le temps passe, plus les conséquences peuvent être graves sur leur obstination à continuer à occuper cette partie du territoire avec la complicité du pays agresseur. Orange Kitundu, permettez-moi d'abord de saluer aussi sur les plans médiatiques le travail qu'abat
le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui tout récemment est monté du côté de la colline inspirée pour échanger avec les étudiants, la crème intellectuelle de notre pays, pour expliquer, faire comprendre les avancées de tous ces processus de paix entamés par la République démocratique du Congo. Chapeau bas donc au ministre porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katebe. Moi, je dis tout. Je crois que c'est toujours un honneur Merci bien. de vous recevoir dans le cadre de cette émission. Surtout, merci de votre disponibilité. Et à très bientôt, certainement, pour une nouvelle édition des Enfants. Merci. Au revoir. Merci.